Voilà, troisième partie de cette édition avec l'actualité parlementaire et politique et les titres de cette actualité ce matin, Saveria. Bonjour à tous. La suite de l'examen de la loi mobilité au Sénat avec le vote du forfait mobilité, 400 € net d'impôts versés à tous les salariés qui choisissent d'aller au travail à vélo ou en covoiturage. Le gouvernement voulait le rendre obligatoire. Les sénateurs s'y sont opposés. Pas de nouvel examen de la loi Pacte au Sénat. La commission spéciale a décidé qu'elle rejetterait en bloc le texte transmis par l'Assemblée face à l'attitude des députés qui n'ont retenu aucune des modifications du Sénat. La Chambre haute frappe donc un grand coup. Elle va voter une question préalable. Un sursis pour Ascoval. Le tribunal de grande instance de Strasbourg a accordé un nouveau délai à la scierie de Saint-Saulve dans le Nord pour la recherche d'un repreneur. La sidérurgie a-t-elle encore un avenir? Nous en parlerons avec la rapporteure d'une mission d'information sur ce thème, la vice-présidente du Sénat, Valérie Létard. La suite de l'examen de la loi mobilité au Sénat avec le vote du forfait mobilité, 400 € net d'impôts versés à tous les salariés qui choisissent d'aller au travail à vélo ou en covoiturage. Le gouvernement voulait le rendre obligatoire. Les sénateurs s'y sont opposés. Explication Alizée Boissin. Favoriser les transports verts comme le covoiturage ou le vélo. Voilà le but du forfait mobilité débattu hier au Sénat. Un forfait à hauteur de 400 € à la charge des employeurs. Je pense que c'est une avancée très importante qui vous est proposée dans la loi, puisqu'aujourd'hui, les Français peuvent avoir un sentiment d'injustice entre ceux qui habitent dans des grandes villes où ils bénéficient de transports en commun pour se rendre à leur travail, et ils bénéficient alors d'une prise en charge à hauteur de 50% de l'abonnement de transport en commun par leur employeur, et puis ceux qui sont dépourvus d'alternatives à la voiture, et qui dans ce cas-là sont doublement pénalisés. Non seulement ils n'ont pas d'alternative, mais en plus ils n'ont pas d'accompagnement par leur employeur. Faut-il le rendre obligatoire? À cette question, une majorité de sénateurs a dit non. J'attire l'attention de mes collègues. Imposer cette obligation à l'ensemble des entreprises alors qu'aujourd'hui effectivement c'est une démarche facultative et volontaire. Nous devons tout faire pour les inciter, pour les accompagner, mais la rendre obligatoire sans aucune discussion préalable, ça me paraît une imposition trop forte pour nos entreprises. Un forfait trop coûteux selon le Sénat pour le rendre obligatoire. Peut-on cumuler ce forfait et les indemnités de transport? Contre l'avis du gouvernement, la Chambre haute du Parlement vote en faveur de ce cumul. Mais ces modifications devront encore être débattues à l'Assemblée nationale avant l'été. Voilà, et dans l'actualité parlementaire, pas de nouvel examen de la loi Pacte au Sénat, Saveria. La commission spéciale qui examine cette loi Pacte a décidé qu'elle rejetterait en bloc le texte transmis par l'Assemblée nationale face à l'attitude des députés qui n'ont retenu aucune des modifications imaginées par le Sénat. La Chambre haute frappe donc un grand coup. Elle va voter une question préalable. Explication Adrien Develay. Pour le Sénat, c'est non. Réunie mercredi, la commission spéciale pour la loi Pacte a rendu son verdict. Ils ne discuteront pas la nouvelle version du texte. Sa recommandation, déposer une question préalable qui annule le débat. Premier reproche, le manque de clarté du texte. On a une loi qui est quand même une loi un peu patchwork, un peu fourre-tout, où on a des mesures de niveaux divers. Les sénateurs de la commission regrettent également les décisions de l'Assemblée nationale. Il valait mieux opposer la question préalable puisque peu ou pas suffisamment d'éléments défendus par le Sénat ont été pris en compte par l'Assemblée nationale dans ce texte. Et ce sont deux dossiers qui cristallisent les désaccords. Les privatisations de la Française des Jeux et d'Aéroports de Paris, un projet déjà rejeté en première lecture. À l'Assemblée nationale maintenant et au gouvernement d'assumer ses propres responsabilités. Ils assumeront la privatisation, que ce soit d'ADP ou de la Française des Jeux. La proposition de ne pas discuter le texte divise les sénateurs. La gauche du Sénat aurait préféré le débat avec le gouvernement. Il fallait aborder ces questions-là avec le ministre. Il faut mettre le président de la République devant ses responsabilités. On est en train de vendre les bijoux de famille. La commission est unanime sur un point. Le gouvernement doit revoir sa copie. Nous avons des nouveaux arguments à opposer au ministre sur cette question de privatisation et beaucoup de questions notamment sur le cahier des charges. Mais 56 pages pour vendre un actif stratégique et de souveraineté nationale comme Aéroport de Paris, je pense que le mot léger est un euphémisme.
La question préalable sera soumise aux autres sénateurs la semaine prochaine en séance. Pardon, alors tout de suite on passe, si vous le voulez bien, à l'interview politique, c'est-à-dire Valérie Létard dans un instant, à tout de suite. Bonjour, elle fait son entrée sur le plateau. Bonjour Valérie Létard, merci d'être avec nous pour le face-à-face sur ce plateau. Bonjour Valérie Létard, vice-présidente centriste du Sénat. Avant de parler bien sûr de la situation d'Ascoval et de la mission dont vous êtes la rapporteure sur l'avenir de la sidérurgie en France, j'aimerais vous entendre sur le remaniement. 3 personnes ont quitté le gouvernement hier, Nathalie Loiseau, Benjamin Griveaux, Mounir Mahjoubi. On devrait connaître bientôt leur successeur. Est-ce que vous avez été approché? On sait que ça a été le cas dans le passé. Effectivement, ça a été le cas dans le passé. On va dire que très tôt, après l'élection du président de la République, cette fois-ci, non. Je n'ai très clairement pas été... Vous n'allez donc pas faire votre entrée au gouvernement? Je ne pense pas. Que vous inspirent ces grands préparatifs dans tous les partis en vue des élections européennes? On voit des nouvelles têtes en tête de liste. Chaque parti choisit des jeunes, personnes plutôt expérimentées. Alors, effectivement, donc sur les élections européennes, il y a aujourd'hui quelques sondages qui sont parus, il y a un contexte nouveau, il y a toute une série d'équipes qui se manifestent et pour l'occasion, ma famille d'idées, l'UDI, a décidé de s'engager aussi dans l'aventure. Elle part, effectivement, elle va lancer sa campagne véritablement la semaine prochaine puisque nous avons une commission d'investiture la semaine prochaine. Nous avons l'intention de mettre beaucoup de jeunes dans cette liste, beaucoup de nouvelles têtes derrière Jean-Christophe Lagarde. Donc vous aussi, vous choisissez le renouvellement avec on des choisit le renouvellement têtes et surtout de se dire, c'est vrai qu'on a tendance à dire il faut se concentrer derrière quelques candidatures, mais on est sur une élection proportionnelle, une élection où chaque famille d'idées aura l'occasion de donner sa vision européenne. On peut rapprocher ça aussi de ce qui se passe actuellement dans la liste de La République En Marche et où effectivement Madame Loiseau quitte le gouvernement pour reprendre effectivement le pilotage d'une liste assez baroque, puisqu'on voit se côtoyer un écologiste reconnu du WWF et par exemple un jeune effectivement qui représente les jeunes agriculteurs. On voit bien qu'après, avec une liste baroque comme ça, il va falloir faire vivre les contradictions. En tout cas, c'est un choix particulier, mais avec une tête de liste dont on peut espérer, en tout cas pour cette liste-là, qu'elle ne soit pas trop technocratique et qu'elle soit au contraire à l'écoute de ce qu'attendent aujourd'hui les Français et les Européens, c'est-à-dire une Europe plus proche des préoccupations, peut-être aussi une Europe plus intégrée, plus aboutie, qui laisse une place aux questions sociales et fiscales aussi. Valérie Létard, votre actualité, c'est aussi cette mission sidérurgique dont vous êtes la rapporteure. La justice a décidé hier d'accorder un sursis à Ascoval pour trouver un repreneur. On va regarder ensemble un reportage de Béatrice Faisan qui vous a suivi justement sur le terrain. Pour comprendre les enjeux auxquels est confrontée la filière, des sénateurs sont partis sur le terrain dans le cadre d'une mission d'information. La densité ferraille c'est 1, la densité de l'acier c'est 7. Une deuxième fois on fond et là on a 100 tonnes. D'accord. Questionner, observer et comprendre quelle est la place de la sidérurgie dans l'industrie de demain, c'est tout l'enjeu de cette mission qui doit durer jusqu'à juin. Donc il y aura plusieurs déplacements. On a voulu commencer par les Hauts-de-France chez notre rapporteur donc Valérie Létard et dans 2 sites complètement emblématiques. La sidérurgie qui paraît être une activité à la fois traditionnelle, de longue date, ancienne en fait, est une activité extrêmement technologique qui est effectivement complètement mobilisée dans la modernité. L'optimisation des coûts énergétiques. Il y a vraiment un enjeu de stratégie, d'autonomie industrielle. Rester autonome et compétitif face à un marché mondial qui n'est pas soumis aux mêmes règles, notamment en matière d'environnement, c'est toute la complexité à laquelle est soumise la filière. Sur le site d'ArcelorMittal, à Dunkerque, même constat. Ici aussi, les déchets sont recyclés. 1,2 million de tonnes de ferraille par an. Et la ville de Dunkerque est même chauffée grâce à l'usine. L'enjeu de la sidérurgie française aujourd'hui, c'est d'essayer de travailler à armes égales avec les autres sidérurgies hors européennes
qui exportent sur le marché européen en ne respectant pas les mêmes règles que celles à laquelle nous sommes contraintes. Nous n'avons pas peur de la concurrence, mais ce que nous voulons, c'est que sa concurrence soit loyale. On a la fonte qui arrive et de la ferraille qui arrive. Fonte, ferraille, et on va fabriquer de l'acier. On y va, allez, le marché. Car aujourd'hui, la filière sidérurgique européenne est soumise à de nombreuses normes afin d'être moins polluante. Elle est notamment taxée sur son émission de CO2. Problème, tous les pays n'y sont pas soumis. 80% de la filière minerai en Europe est détenue aujourd'hui par des groupes qui ne sont pas en Europe. On ne peut pas, nous, punir nos entreprises qui sont vertueuses, qui font des efforts pour polluer moins, et elles sont punies parce qu'elles font des efforts, parce qu'on leur fait payer en plus des taxes carbone, alors qu'à l'extérieur de l'Europe, eh bien, on continue à produire de l'acier sans faire attention à cette émission de carbone, et puis qu'on le fait donc à des prix bien plus intéressants. On vient inonder notre marché, et tout cela, eh bien, crée une situation qui pourrait être impossible si l'Europe et la France ne sont pas convaincus que l'industrie de l'acier, c'est le début de la chaîne de valeur. 40% de l'activité du port de Dunkerque, 3e de France, dépend en effet de l'acier. Au total, cela représente près de 10 000 emplois, car au-delà des salariés du site, ArcelorMittal fait aussi vivre les sous-traitants de la filière. Valérie Létard, la sidérurgie a encore un avenir en France ? Nous en sommes convaincus et la bataille autour d'Ascoval en est un témoignage. Ces visites de terrain que nous avons faites, que nous venons de voir au travers de ce sujet, l'éclairent bien. D'abord, l'industrie sidérurgique a une place encore déterminante dans notre pays et dans l'Union européenne. Mais avec, comme ça a été dit dans ce reportage, un certain nombre de difficultés à surmonter. Celle de l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La sidérurgie, comme je le disais, c'est au début de l'échelle de valeur. On en aura besoin dans l'industrie de demain, dans l'économie de demain. Qu'est-ce que ça veut dire au début de l'échelle de valeur, ça veut pour que les téléspectateurs comprennent bien? Ça veut dire que l'acier sert dans tous les domaines de l'industrie, de la vie quotidienne, dans le bâtiment, dans l'automobile, à peu près 70% du poids d'un véhicule est constitué d'acier. Dans l'hospitalier, dans l'alimentaire, les boîtes de conserve. Et c'est, encore une fois, l'acier, un produit recyclable, qui fait partie de l'économie circulaire et sur lequel on aura besoin demain de continuer pour les éoliennes, pour le photovoltaïque, pour les véhicules électriques. C'est complètement une industrie du XXIe siècle, à condition d'avoir accompagné sa transition d'une rive à l'autre, entre une industrie qui a besoin de réduire son émission de CO2 à une industrie propre et de veiller à ce que l'acier qui vient de l'extérieur des frontières de l'Europe, qui lui n'a pas fait les mêmes efforts et qui n'est pas impacté par les mêmes charges. C'est ça la question, c'est la question de la compétitivité. Comment on peut encore, nous en France ou en Europe, être compétitifs face aux géants asiatiques, notamment, qui écrasent toute la compétition, les coûts, les prix, les normes. Comment gagner la bataille de la compétitivité? Eh bien, il faut d'abord, innover énormément, puisque l'innovation nous permettra de transformer aussi notre sidérurgie en la rendant plus propre et compétitive en même temps. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, on l'a vu chez Arcelor, ça a été témoigné, dans le recyclage, mais aussi dans des procédés qui seraient moins émetteurs de CO2. Nous avons des usines, des aciéries électro-intensives. Ces aciéries électro-intensives, elles sont complètement en phase avec ces enjeux environnementaux puisqu'elles consomment, elles émettent beaucoup moins de CO2. Par contre, elles ont besoin d'une énergie qui soit régulée en termes de coût. Le prix de l'énergie est important. Aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité sur le prix de l'énergie. L'Europe peut jouer un rôle. Et enfin, le dernier point qui est absolument majeur, alors les ressources humaines, mais surtout cette question d'une fiscalité, d'un ajustement carbone aux frontières de l'Europe est essentielle parce que sinon, eh bien, vous avez la question des normes imposées par l'Union européenne. Exactement. Et puis, du coup, carbone, on paye des quotas carbone, on doit en racheter quand on a une industrie qui émet du CO2, ce qui n'est pas le cas à l'étranger. Il faut cette régulation, il faut essayer de défendre cette idée au niveau de l'Union européenne parce que nous avons besoin d'une indépendance aussi pour notre Europe et notre France, une indépendance dans ce qui constitue le début d'une échelle de valeur sur lequel nous avons besoin de notre autonomie. On va maintenant parler, Valérie Létard, d'un tout autre sujet, les relations
tendu, très tendu récemment, ces dernières semaines, entre le Sénat et l'exécutif, après que le bureau du Sénat ait décidé de saisir la justice, de transmettre à la justice les noms de 3 hauts responsables de l'Élysée dans l'affaire Benalla. C'est une affaire qui vous concerne puisque vous êtes la personne qui a présenté le rapport au sein du bureau du Sénat, rapport sur lequel s'est basé le bureau pour prendre sa décision, pour voter. Avant de vous entendre, on va regarder ensemble ce sujet de Cécile Sixou qui nous rappelle les faits. Vendredi dernier, dans le train qui le menait à Lille, Gérard Larcher était plutôt optimiste. Si Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, avait boycotté ce déplacement commun, il serait présent pour les prochains. Je ne doute pas qu'on se retrouvera dans d'autres débats ensemble. Mais ce ne sera pas le cas. Cette fois, à la demande de Richard Ferrand, Gérard Larcher laisse sa place et n'ira pas, comme cela était prévu, à Créteil vendredi pour débattre de la démocratie représentative devant des étudiants. Le président de l'Assemblée nationale n'a visiblement toujours pas digéré la décision du bureau du Sénat de saisir la justice pour 3 hauts fonctionnaires de l'Élysée dans le cadre de l'affaire Benalla. Il faut bien marquer le coup lorsque l'on a le sentiment profond qu'une procédure démocratique est utilisée à des fins politiciennes. Ça, on ne peut pas faire semblant d'être dans une coopération joyeuse lorsqu'il y a un coup de canif dans la confiance qui est mis. Il faut, comme vous dites, il faut marquer le coup. Une décision que ne comprend pas Christian Jacob, chef de file des LR à l'Assemblée nationale, qui dénonce une dérive institutionnelle dans l'attitude de Richard Ferrand. Le président de l'Assemblée nationale, sous prétexte qu'il est copain avec le président de la République, décide de ne pas y aller. Mais il ne défend pas assez le Parlement, Richard Ferrand. Mais non seulement il ne défend pas assez, mais on assiste de la part du Premier ministre, du président de l'Assemblée et des ministres d'une manière générale à une vraie dérive institutionnelle. Pour les mêmes raisons, le Premier ministre n'avait pas participé aux questions d'actualité au Sénat jeudi dernier. Valérie Létard, comment vous jugez l'attitude de la majorité présidentielle de Richard Ferrand depuis la décision du bureau? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est irresponsable de jeter de l'huile sur le feu comme cela, d'attiser les tensions de cette façon? C'est incompréhensible. Chacun savait bien qu'il y a eu une commission d'enquête et que suite à cette commission d'enquête, le président Philippe Bas a adressé une lettre au président du Sénat demandant au bureau de de faire une saisine du ministère public parce qu'il y avait des suspicions de faux témoignages ou en tout cas demande de fournir au ministère public et donc au parquet des éléments sur lesquels il lui semblait qu'il y avait des suspicions de faux témoignages. Vous le savez, une commission d'enquête, on prête serment et on doit dire la vérité. Il ne s'agissait pas de juger l'affaire Benalla, mais tout simplement de faire respecter le Sénat, ses outils. Si on ne respecte plus effectivement une commission d'enquête et ses prérogatives, cela pose problème. Après, il ne fallait pas en faire une affaire politique. C'est ce que nous avons essayé de faire, en posant d'un point de vue totalement juridique l'explication et l'exposé de la lettre de saisine du président Bas. Ce qui a valu effectivement que nous transmettions, comme le communiqué de presse que nous avons présenté le dit, une lettre de saisine où nous disions bien au ministère public que pour effectivement l'ensemble des personnes sur lesquelles nous avons été saisis par M. Bas, les éléments étaient catégorisés de telle façon. Le droit, rien que le droit. Donc on a beaucoup parlé des pressions qu'auraient subies les sénateurs dans cette affaire pour épargner l'Élysée et les proches d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas avoir travaillé sereinement dans la prise de décision ? Forcément, quand vous êtes amené à préparer un rapport avec l'aide, bien évidemment, de l'administration du Sénat, qui est une administration extrêmement compétente et qui a travaillé vraiment sur le fond. Je ne parle pas du Sénat, je parle de l'extérieur, je parle de l'Élysée. Est-ce que vous avez eu des contacts avec l'Élysée? Est-ce que vous avez été appelé? Est-ce que vous avez subi des pressions? En tout cas, moi, j'ai coupé mon téléphone. J'avais un rôle qui était un rôle extrêmement sensible. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai répondu à aucune sollicitation de quelque nature que ce soit pour vraiment essayer de m'extraire de toute considération politique. Et c'est bien ce que le président m'avait demandé de faire. Le droit et rien que le droit. C'est dit. Pour terminer, Valérie Létard, vous vouliez dire un dernier mot sur Ascoval, sur la reprise d'Ascoval, la décision qui est tombée donc hier. Tout simplement que nous avons vraiment une bonne surprise en voyant autant de propositions
propositions de reprise, qu'il y en a 2 qui nous apparaissent véritablement très intéressantes et très solides pour la suite de la série. Une qui nous interroge beaucoup plus parce que ce serait de la transformation d'amiante et qu'il nous semble qu'en zone urbaine, c'est un sujet sensible. En tout cas, 2 beaux projets. Il y a un projet effectivement British Steel, il y a un projet plutôt italien qui apparaissent extrêmement en phase. On y croit et vraiment, on espère que ça va se terminer heureusement. Valérie Létard, une dernière question. Vous avez été adjointe au maire de Valenciennes lorsque Jean-Louis Borloo était maire. Vous êtes considéré comme proche de lui. On l'entend plus du tout, Jean-Louis Borloo, en ce moment. Vous avez de ses nouvelles et vous savez ce qu'il pense un peu des choses ou pas ? Oh, je ne sais pas, je crois qu'il faut lui poser la question à lui-même, mais il est très à l'écoute de la situation, du contexte national, européen. Il est très investi, très impliqué et il suit de très très près l'actualité politique. Un retour possible de Jean-Louis Borloo ça, c'est à lui qu'il faut le demander. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, il a fait le choix de la société civile, mais en ayant un regard très très attentif sur la situation politique de notre pays et de l'Europe, ainsi que du reste du monde. Merci Valérie Létard. C'est moi qui vous le dis. Merci beaucoup. Merci infiniment. On passe à l'agenda. Ce qui se passe au Sénat, Saveria, aujourd'hui. Alors, il faudra suivre aujourd'hui un temps fort, à 10h, la 4e édition de la journée des entreprises, autour de Gérard Larcher, une journée entière pendant laquelle élus et professionnels réfléchissent aux enjeux auxquels sont confrontées les entreprises. Autre moment important aujourd'hui, 10h45, la suite des auditions sur les violences à Paris le 16 mars devant la commission des lois. C'est Richard Lisuré, le directeur général de la gendarmerie nationale, qui sera auditionné donc par la commission des lois. Et puis enfin, bien sûr, 10h30 et toute la journée en séance, la suite de l'examen du projet de loi sur les mobilités. Voilà, et tout de suite, donc un rappel des grands titres de l'actualité à travers les titres de la presse quotidienne régionale. À tout de suite. On démarre à la une de l'Alsace. Mieux prendre en charge le grand âge, un problème de société. Pour la première fois, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans en France en 2030. Un rapport très attendu est remis au gouvernement aujourd'hui avec des propositions pour faire face à ce choc démographique et mieux prendre en charge le grand âge. Face à ce vieillissement massif, les structures sont insuffisantes, établissements saturés, personnel sous-payé, épuisé, au point que le secteur peine à recruter. Le rapport doit notamment proposer une simplification du système avec une nouvelle prestation autonomie qui fusionnerait dépendance et soins. Au-delà des besoins du financement et de la dépendance, estimé aux alentours autour de 10 milliards d'euros supplémentaires par an à l'horizon 2030, il s'agit d'un choix de société. Les Français souhaitent massivement rester chez eux, explique Marianne Monchamp, qui préside la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Puis à la une de la Dépêche du Midi, le gouvernement a présenté hier sa réforme de la fonction publique. Fonctionnaires, la réforme choque. Un texte très critiqué par les syndicats qui tend, selon eux, à aligner le statut des fonctionnaires sur celui des salariés du secteur privé. Une réforme qui permet notamment un recours accru aux contractuels. L'objectif de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat est maintenu. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, estime dans une interview à lire que la réforme ne va pas dans le bon sens. Il dénonce une stigmatisation usante des fonctionnaires, puis à lire également la pollution du Grand D America, comment Toulouse suit le naufrage. 6 satellites suivent en permanence l'évolution de la nappe de Fulles dans le golfe de Gascogne, à découvrir donc aujourd'hui dans la Dépêche du Midi. Voilà, le président de la République est attendu aujourd'hui en Maine-et-Loire pour rencontrer des élus à Angers. Les forains veulent défier Emmanuel Macron à l'occasion de cette visite en Anjou. Le président est attendu pour débattre tout d'abord avec des élus à Angers, puis une rencontre est prévue avec des enfants à Beaupréau. Les forains veulent en profiter pour se faire entendre. Les forces de l'ordre craignent que les forains du Mans ne viennent à Angers bruyamment plaider leur cause auprès du chef de l'État. Plusieurs centaines de CRS et de gendarmes mobiles sont donc prévus, en plus des effectifs locaux, pour sécuriser le parcours du président en Anjou. Voilà, à la une du Dauphiné libéré pour terminer, la mort très mystérieuse d'un ancien espion, un agent de la DGSE. Daniel Forestier est un ancien agent du renseignement extérieur qui a été retrouvé mort le 21 mars dernier dans les Alpes. Un assassinat troublant au regard de son passé. Il a été retrouvé le corps criblé de balles. En septembre dernier, il avait été mis en examen pour association de malfaiteurs et détention d'explosifs. Il était soupçonné, avec un autre ancien agent de la
DGSE d'avoir fomenté un projet d'élimination d'un opposant politique à Denis Sassou Nguesso, actuel président du Congo. L'ancien agent a-t-il subi une vengeance de la part des partisans du président congolais? Les proches de Forestier se posent la question. Pour l'instant, les enquêteurs n'excluent aucune piste, si ce n'est que les premiers éléments laissent penser effectivement à un règlement de compte sous forme de contrat. Merci Saveria. On vous retrouve demain pour la troisième partie de notre édition et l'actualité parlementaire. Nous on reste ensemble, on regarde la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et dans les départements français et les territoires d'outre-mer, les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Et puis le Zapatin Christophe Combarieux va nous amener hier soir dans ce qui s'est passé dans les journaux télévisés, les émissions politiques, mais également chez nos confrères dans les matinales d'infos. À tout de suite, on se retrouve. Très bonne journée, à demain. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Jamais. 2022, jamais. Il n'en parle jamais. 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 Et moi, j'ai une conviction qui est personnelle, là je parle en mon nom, qui est que si on ne réussit pas, d'ici à 2022, la question ne se posera même pas. Il ne sera pas candidat, il ne pourra pas l'être. J'ai le sentiment qu'Ismaël Emelien est le poisson pilote de la Macronie, qui distille déjà la prochaine candidature d'Emmanuel Macron. Or, dans le contexte que l'on connaît depuis maintenant 4 mois, parler d'une prochaine candidature, c'est indécent. C'est évident si le bilan continue à être aussi mauvais. Regardez M. Hollande. Je ne crois pas que M. Macron l'entende ainsi. Je crois que M. Macron pense que même avec 25% des Français, il arrivera toujours au deuxième tour à battre Mme Le Pen. Je crois qu'il y a une forme de lucidité dans ce constat. Effectivement, on voit d'une manière plus générale, Emmanuel Macron se trouve aujourd'hui un peu dans la situation qui était celle de François Hollande. Et l'échec n'est pas là, l'échec ne sera pas là. Le président va réussir et nous sommes mobilisés autour de lui pour qu'il réussisse. Et là, vous touchez du bois, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a que du plastique sur le plateau, mais, mais l'essentiel n'est pas de toucher du bois. L'essentiel, c'est de travailler et de réussir. Il devrait même s'interroger sur comment, effectivement, cette deuxième partie du quinquennat va se faire et quelle réponse politique on va enfin avoir pour renforcer le pouvoir d'achat. On ne lit pas dans une boule de cristal, on bosse. Et moi, je ne suis pas d'accord sur cette idée de faire le François Hollande de 2012. Bien évidemment que pour moi, Emmanuel Macron va se présenter en 2022. Le problème n'est pas de savoir si Macron sera candidat ou pas. Le problème est de savoir si ce pays va se redresser en étant gouverné normalement. C'est-à-dire au lieu de passer son temps en manifestation et en parlotte. Si les parents considèrent que la génération qui vient, la génération d'après, vivra dans de meilleures conditions qu'elle, eh bien nous aurons retrouvé le chemin du progrès. C'est au tour de Benjamin Griveaux de quitter le gouvernement d'ici demain. Le porte-parole souhaite se lancer dans la bataille des municipales à Paris. Nous avons un lourd contentieux, pas vous et moi, mais moi et la présidente de France Télévisions. La semaine prochaine, il y a un débat organisé par France Télévisions dans lequel il y aura 9 têtes de liste, mais dont je suis le seul à être écarté de ce débat. Je sais une chose, c'est qu'il a été le défenseur zélé de la politique gouvernementale. Il l'a d'ailleurs défendu depuis maintenant 2 ans, avec beaucoup de mépris, avec un ton extrêmement hautain. C'est difficile d'avoir votre présidente au téléphone, manifestement, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui relève finalement du non-respect de la qualité de la vie démocratique et d'un rétrécissement du débat public. C'est un problème, je préfère vous le dire en face, plutôt que de jouer la comédie. Oui, mais ce qui est un problème, c'est que vous preniez ce matin en otage cette interview, que vous avez beugné sur le service public pour faire la leçon au service public. Donc voilà, je vous ai laissé vous exprimer normalement, mais ça aurait été bien que vous m'en parliez avant, ça aurait été bien qu'on en discute. Maintenant, c'est un mini, vous l'avez fait, le message est passé.
Voilà, ce soir, Dialogue citoyen à 18h, Rebecca Fitoussi et Oriane Mancini vont présenter cette émission. Ce sont des citoyens face à des sénateurs. C'est sur le canal 13 de la TNT, donc Public Sénat Dialogue citoyen à 18h. Demain, Marc Fesneau, c'est le ministre chargé des relations avec le Parlement, dont on parle beaucoup pour être le prochain porte-parole du gouvernement, qui sera notre invité politique. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup de votre fidélité. Et donc à demain, au revoir.